Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique nouvelle vidéo concernant Warframe, comme finalement les 3 dernières vidéos d'ailleurs, et comme sûrement une bonne partie des vidéos qui vont suivre après celle-ci. Aujourd'hui on va pas parler de Warframe en chiffres ou Warframe, qu'est-ce que les gens en pensent, etc. Mais on va parler de comment est né Warframe tout simplement. Alors déjà, on va introduire un peu les personnes qui ont développé Warframe, ou du moins l'entreprise qui développe encore Warframe aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Digital Extreme, DE pour les intimes. DE, c'est une entreprise canadienne fondée en 1993 par James Schmaltz, pas facile à dire, et qui a travaillé pour beaucoup d'entreprises, notamment Epic Games, avec le projet de Unreal Tournament, etc. Donc DE, c'est une petite entreprise, environ 170 personnes, d'après Wikipédia, qui a travaillé sur beaucoup d'autres jeux et qui n'a pas fait donc que Warframe. Et l'un de ces jeux a son importance par rapport à la création de Warframe. Vous allez voir tout de suite, on va en parler tout de suite après. Du coup, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que Warframe est né, vu que ils travaillaient sur beaucoup de jeux, ils avaient des contrats, tout ça, et tout d'un coup, ils se sont dit, on va arrêter tout simplement de faire ce qu'on fait, et on va se lancer dans un projet qui s'appelle Warframe. Du coup, d'où est né ce projet? Ce projet, en vrai, il est né en 2008, ou du moins l'idée de Warframe est née en 2008, au moment où DE développe le jeu Dark Sector pour l'éditeur D3 Publisher. Petit disclaimer, ce que je vais dire à partir de maintenant est vraiment de la spéculation, de la rumeur du ma voisine de ma 4e degré de l'attente a dit que, mais la légende raconte qu'en fait, DE en développant Dark Sector voulait faire tout simplement Warframe, mais l'éditeur a dit stop, c'est nul, à chier votre idée, vous ne faites pas ça, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est de la frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'il voulait que DE a en fait tout de suite après enchaîné le pas sur la création de Warframe. Mais vu que j'ai trouvé aucune, bonjour le chat, vu que j'ai trouvé aucune information officielle et de traces de ça, c'est que de la rumeur, de la spéculation et du on dit que, j'ai entendu que. Du coup franchement le propos est très voilà. Bon, sinon, pourquoi et quelles sont les preuves qui prouveraient que Dark Sector est finalement l'ancêtre spirituel de Warframe? Alors là, les preuves, il y en a... la jaquette du jeu, ça vous dit rien? Le mec qui est dessus, ça vous dit pas quelque chose par hasard? Ce serait pas par hasard Excalibur et son skin prototype qui a été même mis dans le jeu en gros clin d'œil à Dark Sector? L'arme du héros qui est tout simplement le glaive dans Warframe. Et dans le lore de Dark Sector, je crois que c'est un ninja américain qui va dans une base soviétique, c'est un bordel sans nom, tout ça. Et le fait que le technocyte est mentionné comme un virus qui infecte le personnage principal, et qui, pour ceux qui ne savent pas, le technocyte c'est en gros ce qui a été utilisé pour créer l'infestation dans le monde, dans l'univers de Warframe, mais aussi pour créer les Warframe tout simplement, qui sont nés du technocyte. Donc déjà rien que là, à ce moment précis, l'idée de technocyte, Excalibur, glaive, etc. est déjà née au moment de Dark Sector en 2008. Donc là, on voit déjà très bien que on voit que littéralement les ancêtres de ce que va être Warframe. Et pour étayer, pour étoffer encore plus la preuve que Dark Sector est l'ancêtre spirituel de Warframe, le 8 août 2009, juste après la sortie de Dark Sector qui est en 2008, DE commence tout simplement le développement de Warframe. Quand je vous dis que la frustration de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient les a poussés à tout de suite après enchaîner le pas sur Warframe, et c'est ce qu'ils ont fait directement l'année d'après, et peut-être même un peu moins d'1 an après, ils ont directement enchaîné sur le développement de Warframe. Pour financer ce projet, le projet Warframe, DE a fait appel à la communauté, donc une sorte de financement participatif. Il y en avait beaucoup à cette époque d'ailleurs, et il y en avait beaucoup des fausses, beaucoup d'ailleurs à cette époque, et du coup c'était pas facile de faire ça. Ils ont quand même fait ça dans un moment où les gens se méfiaient énormément, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont cru en leur projet, surtout que Digital Extreme avait du coup un peu de crédibilité. C'est pas quelqu'un qui venait de débarquer dans le monde du jeu vidéo, ils avaient de la bouteille parce qu'ils avaient travaillé sur déjà pas mal d'autres jeux, et donc ils avaient de l'expérience dans le milieu. Ce fameux pack, c'était le pack fondateur, enfin il y avait plusieurs packs je crois, et il y avait un fameux pack qui était le pack fondateur qui permettait d'avoir plusieurs bonus, dont Excalibur Prime et un glyphe Excalibur Prime. Alors moi je pense que c'est pas pour rien que la Frame Prime
qui a été offert lors de ce pack fondateur est Excalibur. Je pense que c'est pas pour rien que ce soit elle, parce que littéralement le personnage de Dark Sector c'est Excalibur. D'ailleurs c'est la première frame et la première Warframe de l'histoire, même dans le lore de Warframe, c'est Excalibur. La première Warframe qu'on débloque, je crois, en jeu, c'est Excalibur. Et bon, après, aussi, il y avait Rhino et Mag, je crois, à l'époque. Rhino et Loki aussi, à l'époque, je crois. Mais je pense que Excalibur, c'est vraiment le symbole de... C'est le commencement. C'est peut-être même comme ça qu'il avait imaginé à la base dans Dark Sector, mais qu'ils avaient dû modifier 2-3 trucs. Donc, c'est pas anodin que ce soit Excalibur Prime et non pas Rhino Prime ou Loki Prime qui a été donné au pack fondateur. Donc, si vous croisez un joueur qui a le glyphe de Excalibur Prime ou le Excalibur Prime en jeu, parce que ce personnage n'est plus du tout disponible actuellement dans Warframe, c'est plus possible de se procurer un Excalibur Prime aujourd'hui, c'est vraiment impossible. C'est même d'ailleurs... Je crois qu'il y avait eu un truc où les Asiatiques, du coup, vu que le jeu était sorti après le développement, enfin après la sortie de Warframe, ils n'avaient jamais pu avoir Excalibur Prime. Donc ils avaient un peu pleuré là-dessus. Ils avaient demandé un Excalibur, du coup ils ont eu un Excalibur Prime Ombra ou une connerie genre, je sais plus ce qui s'est passé. Et ensuite, vu que les Occidentaux, donc nous, on a un peu pleuré aussi parce qu'ils avaient eu un truc spécial Excalibur, bah nous on a eu Ombra, Excalibur Ombra. Finalement ce côté un peu chouineur de tout le monde, ça a mené à avoir une des meilleures quêtes du jeu tout simplement. Donc je sais pas si c'était prévu ou si c'est vraiment ça, et si c'est un on-dit où la légende raconte que ça s'est passé comme ça, mais en tout cas bon, si c'est comme ça va falloir pleurer plus souvent parce que voilà les quêtes que ça donne. Juste petite parenthèse avant qu'on continue dans la vidéo. Vous vous rappelez que je vous ai dit que DE a commencé le développement de Warframe en 2009. Si vous avez été attentif et que j'ai bien fait mon montage, je vous ai montré la liste des jeux que DE a développé jusqu'à la sortie de Warframe en 2013. Et vous avez remarqué qu'entre 2008 et 2013, donc entre Dark Sector et la sortie officielle de Warframe, il y a des jeux qui ont été développés. Donc Digital Extreme, en plus de développer Warframe, travaillait en même temps sur d'autres jeux. Non mais juste, voilà. Je pose l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais ils ont fait deux choses en même temps et ça a pendu quand même Warframe. Et ensuite ils sont partis à fond dans leur projet en mode ça y est on y va, let's go, on claque tout et on espère que ça fonctionne. Bon finalement ils ont eu raison parce que ça fonctionne très bien. Mais voilà, juste pour... voilà. Mais du coup là on vient de parler du avant. C'est-à-dire comment est-ce que Warframe est né, comment est-ce que le développement de Warframe a commencé. Mais comment aujourd'hui le développement de Warframe est vu par Digital Extreme. Comment est-ce qu'ils conçoivent le développement même d'un jeu vidéo et donc de Warframe plus précisément. Pour, on va dire, parler de ce sujet, je me suis aidé d'une interview de Sheldon Cart, qui est le COO de DE. Et lors de cette interview, il a parlé avec la personne qui l'a interviewé du développement de Warframe et de comment est-ce qu'il voyait ce développement. Et le maître mot de cette interview, ça a tout simplement été le mot marathon. Marathon, pourquoi? Parce que DE voit le développement de jeux vidéo comme un marathon et non pas comme un sprint. Donc pas de crunch, pas de on se dépêche à faire ça, hein. Non. On prend son temps, on fait les choses et on les fait bien. C'est pas pour rien qu'on a attendu 4 ans d'avoir The New War. Il a intérêt à être bien cette extension, je peux vous assurer. Mais DE voit le développement du jeu vidéo comme un marathon. D'ailleurs, je cite Sheldon Cart, pardon. Si nous faisons du sprint, ça ne marche pas. Ce n'est même pas un commentaire sur les pressions ou l'industrie, c'est littéralement pour que notre modèle d'affaires fonctionne. Nous devons le traiter comme un marathon. Si nous le traitions comme un sprint, nous serions morts. Alors les mots sont durs, hein, mais pour eux, en fait, à ce moment-là, quand ils parlent du sprint, ils parlent du crunch. Le crunch, pour ceux qui ne savent pas dans le monde du jeu vidéo, c'est en gros, il reste un mois avant la date butoir de la sortie qu'on a annoncée. Vous avez 4 mois de taf à faire et vous allez devoir le faire en un mois de taf. Voilà, donc 4 mois de travail fait en un mois, vous rentrez plus chez vous, c'est du 24 heures sur 24, let's go, vous ne serez pas forcément payé plus. Enfin normalement il y a une petite prime à la fin, mais des fois ils l'ont pas totalement, enfin c'est assez le bordel. Généralement c'est très mauvais pour la santé mentale et physique des développeurs. Et Warframe n'a tout simplement jamais de son existence connu de crunch. Ça a toujours été sain pour les développeurs, que ce soit mentalement ou physiquement. Et d'ailleurs je crois que Digital Extreme a reçu plein de prix qui les félicitaient des conditions de vie, des conditions de développement de leur jeu. Je crois qu'ils ont vraiment été, ça fait partie je crois des exemples dans le développement de jeux vidéo dans le monde entier. Mais ce genre de développement a un souci.
Bon, en termes de qualité de vie pour les développeurs et tout ça, c'est très bon. Pour la qualité du jeu, bah, au final tu prends un marathon, donc tu as un cycle de sortie à peu près stable. On a vu, hein, tous les 3 mois il n'y a rien, 4e mois paf contenu, 3 mois il n'y a rien, 4e mois paf contenu. Donc ils ont réussi à trouver leur petit rythme de course durant ce marathon. Mais il y a un truc qui pêche, il faut réussir à faire accepter et faire comprendre ça à sa communauté. Et ça, c'est pas facile. Parce que va faire comprendre et accepter à tes joueurs qu'il n'y aura pas on vous annonce un truc et on va poncer le truc vraiment en se pétant le fion pour pouvoir vous le sortir ultra rapidement. Et non, c'est juste que on vous annonce un truc, ça sortira. Quand ça sortira, on va y aller à notre vitesse. Et ça, bah DE l'a réussi. Pour ce faire, DE a fait quelque chose et a créé une ambiance, même au-delà juste du développement, une ambiance, tout simplement, une image de ces développeurs qui, moi, je trouve, est incroyable. Personnellement, en tant que joueur de Warframe, en tant que fan de Warframe également, je suis fan de cette ambiance et c'est ce que je préfère même dans Warframe. C'est une des caractéristiques du jeu, alors que c'est même pas dans le jeu, que j'adore, c'est cette bande de potes. Cette bande de potes que tu retrouves, qui sont les développeurs. Pour faire comprendre leur manière de développement à la communauté, ils ont tout simplement communiqué avec leur communauté, ils ont été proches de leur communauté en faisant tout simplement des lives. Donc on voit souvent des lives, des home time passer et apparaître. On a les dates en début de semaine, etc. De tel et tel jour il y aura Rebecca et machin truc bidule qui seront en live sur Xbox, PlayStation ou Switch ou même PC, qui aura des choses à gagner, qui aura des drops parfois, que ce sera 1 heure généralement. Bref, ils sont présents. Et c'est les développeurs eux-mêmes qui viennent et qui jouent avec la communauté en live, en répondant aux questions, en parlant, en rigolant, en regardant ce que la communauté crée en termes de fan art, etc. Bref, ils sont présents. Et ce que vous avez déjà vu, j'en parle parce que je suis un joueur de World of Warcraft, j'ai joué pendant 13 ans à World of Warcraft. Est-ce que vous avez déjà vu un développeur de World of Warcraft allumer un live et partir faire des quêtes, des donjons, des raids, tout ce que vous voulez avec la communauté? Non. En tout cas, je m'en rappelle pas. Ou je l'ai raté. Et dans ces cas-là, je suis un peu déçu de l'avoir raté. Mais personnellement, je m'en rappelle pas. Bah, DE le fait. DE a créé ce lien très étroit entre les développeurs et la communauté, qui fait que nous, la communauté, on se sent, on a l'impression d'appartenir au groupe de développement. On a l'impression d'appartenir à ce groupe de personnes qui chérit et fait grandir ce jeu. Finalement, l'événement ultime de cette relation développeur-joueur, que je ne pourrais pas ne pas citer, c'est le DevStream. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DevStream, c'est un événement qui a lieu, je crois, 1 fois par semaine le vendredi ou 1 fois toutes les 2 semaines, bref, des fois ça dépend, où en fait, vers 20 h pour nous en France, DE se rejoint sur un canapé à la Friends. C'est vraiment, moi je trouve qu'il y a une ambiance un peu à la How I Met Your Mother, enfin je sais plus comment, bref, les séries comme ça, un peu à la Friends, où t'as le groupe de potes qui se rejoint, qui regardent la télé ensemble et qui discutent. Là c'est le groupe de potes de développeurs qui se rejoint et qui discutent sur le canapé de l'avancée du développement. C'est un peu comme une roadmap vivante. Voilà, c'est la mise à jour de la roadmap, mais de manière dynamique et vivante, où on a les développeurs, Rebecca et Steve et d'autres personnes qui discutent de, alors voilà, on a fait ça, on avait annoncé ça la dernière fois, et ben on a avancé ça, voilà ce qu'on a, et ils nous montrent. Tiens, il y a cette annonce de mise à jour, et paf, l'annonce de la mise à jour est faite pendant le dev stream. Il y a des cadeaux à gagner quand vous regardez le dev stream, ils font gagner des choses à la communauté, bref. Je trouve que... En plus, ils boivent des bières pendant le dev stream. Parfois, t'as Steve qui se boit une magnifique bière en plein dev stream. C'est incroyable. Bref, j'adore vraiment ce rassemblement de ces développeurs-là. Et t'as l'impression d'être sur le canapé avec eux. Moi, quand je regarde le dev stream, j'adore. J'ai l'impression de faire partie de cette bande de potes. Et j'ai envie que ce soit mes potos. J'ai l'impression que c'est mes potos, en fait. J'ai l'impression que c'est les frérots et on est là, tu vois. Et c'est pour ça, c'est vraiment ce côté... J'appuie là-dessus et j'ai l'impression d'en parler depuis 20 ans, mais vraiment je trouve que ce qu'ils ont réussi à créer en termes de relations développeurs de joueurs est unique dans le monde du jeu vidéo. Je ne connais pas de jeu vidéo avec une relation aussi bienveillante et aussi étroite entre ses développeurs et ses joueurs. Bon, quid quand même de la compréhension des joueurs, 4 ans pour The New War, c'est quand même long. Conclusion de cette petite vidéo qui aura été un peu plus courte que les 3 dernières. DE finalement c'est une petite entreprise qui a su
tout claqué pour partir réaliser ses rêves, qui a pris le pari de tout claquer pour réaliser son rêve. Finalement, ce sont des personnes qui avaient le choix de continuer là où ce qu'ils faisaient, et sûrement je pense qu'ils gagnaient peut-être plus d'argent au début en continuant à accepter des contrats etc. qu'en se lançant sur Warframe. Ça n'a pas dû être facile, ça a dû être très difficile. Au début Warframe, on l'a vu lors de la dernière vidéo, avait du mal à monter, mais au bout de quelques mois, quelques années d'acharnement, de sortie de contenu et d'innovation dans le jeu, Warframe est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu à service free-to-play qui est l'un des meilleurs jeux actuellement dans le monde du jeu vidéo, avec des développeurs qui ont une condition de vie mentale et physique ultra bienveillante et qui ont une relation avec sa communauté ultra bienveillante. Mais c'est aussi l'histoire d'une entreprise qui a réussi à trouver un rythme de course, de marathon à son développement, et qui petit à petit invite de plus en plus de monde à rejoindre sa course. Et aujourd'hui on court tous dans la même direction, et cette direction elle se nomme The New War, et ça c'est beau. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire, bref tout ce qu'il faut faire, là, vous abonnez-vous etc. Sur cette chaîne. Merci infiniment à tous vos retours que vous m'avez donné lors de la dernière vidéo, c'était vraiment fou. J'ai vraiment rarement eu autant de soutien et autant de commentaires bienveillants, vous êtes des grands malades, je vous aime très fort. À plus tard en live, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour les annonces etc. Et mesdames et messieurs, le mot de la fin, la dernière fois c'était du Viri, cette fois-ci ce sera Paradoxe, comme ça on rejoint les deux bouts. Donc mesdames et messieurs, le mot de la fin, Paradoxe, mais surtout prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.